Bonjour et bienvenue pour ce podcast avec l'ACMER C'est plus clair. Je suis Emma Dardot, chargée d'affaires européennes au sein de la cellule mutualisée Europe Recherche basée en Centre Val-de-Loire. Et je suis accompagnée de Elena Pierazzo, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Tours. Merci d'être là aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Donc ici, on essaie de rendre plus concret et accessibles les outils de financement européens en entendant les témoignages de lauréats. Et Elena Pierazzo, vous avez décroché l'ERC Advanced avec le projet Prima. Je vais juste rappeler rapidement ce que c'est l'ERC Advanced. Donc l'ERC, c'est un dispositif annuel. Cette année, l'ERC Advanced démarre en mai. Vous pouvez candidater à partir de mai. L'idée, c'est effectivement une bourse individuelle sur un Principal Investigator, donc un chercheur, peu importe sa nationalité et peu importe son expérience après thèse. On attend pour les Advanced Grants un profil de chercheur expérimenté, par contre, à la différence des ERC Starting et des ERC Consolidator pour les jeunes chercheurs. Et du coup, l'idée, c'est de financer un projet scientifique avec l'ERC qui va au-delà des frontières de la connaissance. Et c'est une aide de 2,5 millions pour l'Advanced Grant qui est répartie sur 5 ans. Et on peut éventuellement avoir 1 million supplémentaire pour des équipements particuliers, par exemple. Cet argent peut être utilisé à 100%, donc prend en charge 100% des coûts académiques, et on a 25% supplémentaires qui nous sont alloués pour les coûts indirects qu'on ne peut pas directement rattacher au projet. Et donc toute discipline de recherche peut candidater à l'ERC, notamment les SHS. Donc Elena Pierazzo, si vous pouvez effectivement vous présenter votre parcours, vous en quelques mots, et ce qu'est votre projet, donc Prima. Merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de présenter mon projet. Donc, mon parcours, d'abord, je suis professeure à l'Université de Tours, au Centre d'études supérieures de la Renaissance, et je suis experte d'humanité numérique et de textes de la Renaissance. Donc ça, c'est un peu mon secteur. Mon parcours, il est international. J'ai commencé mes études en Italie pour passer après en Angleterre. Donc, je travaillais en Angleterre au King's College de Londres pendant 8 ans. Et de Londres, je suis arrivée en France en 2014, d'abord à l'Université de Grenoble et enfin par mutation à l'Université de Tours. Donc, je suis là à Tours depuis 2019. Et là, je dirige par exemple les masters humanité numérique, tout ce qui est autour du numérique, parce que c'est vraiment ça, c'est mon sujet principal. Et c'est aussi un des sujets qui concerne mon projet Prima, Manuscript in the Age of Print. Ça veut dire que on va étudier les manuscrits produits en Italie surtout, dans une époque où on pense pas aux manuscrits, parce que on parle du 17e, 18e siècle. Donc après un bon moment que l'imprimé a été inventé. Donc au 17e, on pense si c'est quelque chose est bon, il est imprimé. Donc ce qui reste manuscrit, en fait, ça veut dire qu'il est moche. Bon, non, c'est ça exactement l'idée novatrice que j'ai eue, c'est d'étudier les manuscrits. Et surtout parce que j'ai découvert qu'ils sont énormément diffusés partout. Moi, j'ai un calcul de 3,5 millions de manuscrits en Italie seulement sur cette période. Donc évidemment, pour gérer cette masse de données, j'ai besoin de numérique. Et pour cette raison, effectivement, les humanités numériques sont fondamentales dans mon projet. Donc les textes italiens, la philologie et les humanités numériques sont à la base de mon projet. Très bien. Donc vous avez évoqué effectivement une ampleur énorme dans votre projet. Est-ce que vous pouvez dire concrètement ce qu'on gagne avec l'ERC, ce que cette aide vous a apporté? Pourquoi une ERC? Pourquoi ces 2,5 millions Alors, dans notre cas, vu qu'en SHS, on n'a pas des grands équipements, on ne doit pas acheter un laboratoire, une machine. Effectivement, ce qui nous permet de faire un ERC, c'est de recruter beaucoup de monde. Et donc, dans mon projet, je vais recruter à la fin une quinzaine de personnes, dont 3 doctorants, 5, 6 postdoctorants, on verra, et des développeurs web, toute une série de développeurs, des informaticiens qui nous aident à montrer les choses. Et ce que ça nous porte, c'est la possibilité vraiment d'attaquer
attaquer ces sujets de plusieurs points de vue, parce que chaque chercheur, chaque thèse, chaque postdoc a un point de vue différent sur les mêmes sujets. Il nous porte une ampleur de perspective vraiment fondamentale, qu'on ne pourrait jamais faire quand on est toute seule. On ne pourrait jamais travailler avec un tel de profondeur et ampleur sur un projet sans avoir ce type de ressources. Parce qu'évidemment, vous comprenez, le travail qui fait une chercheuse, même brillante, toute seule, c'est rien à voir à ce qu'on peut faire en 15. Oui. Et donc, évidemment, quand on a un grand terrain de jeu, de travail, effectivement, une grande équipe, c'est un avantage, un atout. C'est ça qui me permet. C'est pour cette raison que je demandais un ERC. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une bourse qui est attachée à un chercheur, le Oui. PI. Mais ce que vous dites, c'est qu'on l'utilise pas forcément seul pour s'équiper ou chercher seul. C'est pour monter une équipe. Et en SHS, c'est intéressant pour eux parce que généralement, moi, j'ai des chercheurs qui me disent « Je n'ai absolument pas besoin d'autant d'argent pour ma recherche. » Oui. Le Tout à fait, c'est vrai. Ça compte les salaires, en fait. Et c'est les salaires sur coûts chargés. Donc, en fait, ça peut aller vite. En SHS, on peut avoir une belle équipe si justement, on n'a pas besoin de grand équipement. Tout à fait. C'est vrai que la plupart de nos recherches en SHS sont des recherches individuelles. Donc, on est d'accord que c'est fortement possible de faire ces recherches toute seule dans son coin. Évidemment, en collaboration, en échange avec des collègues, c'est possible. Mais il y a aussi des recherches pour lesquelles, quand on a 3,5 millions de manuscrits à entamer, à regarder, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, ils ne sont pas catalogués, ils ne sont pas recensés, ils ne sont pas étudiés. C'est évident qu'une grande équipe aide. Donc, il y a des recherches, certaines recherches, pas toutes, qui ont vraiment besoin d'un grand investissement. Et donc, on cherche un ERC quand on a ce type de recherche. Et pas forcément pour tout type de recherche. Parce que c'est vrai, on n'a pas besoin de ce type de ressources. Après, qu'est-ce qu'on fait avec? On n'a pas besoin d'acheter un bâtiment, quoi. Dans notre secteur, vraiment, la chose importante, c'est avoir la possibilité de recruter les personnels dont on a besoin pour faire notre travail. Pour faire une recherche particulière qui a besoin, notamment, de pas mal de monde. Oui, donc c'est ça, c'est... Comment savoir si le ERC s'adresse à nous? C'est pas tant le montant qui va nous intéresser, ni le fait que cet argent, donc c'est de l'argent européen, le dimensionnement, on va dire, international des fonds. C'est cette idée de, voilà, c'est quoi son idée ERC? À quoi je vais utiliser cette enveloppe? Quelle est la philosophie de mon projet? Et du coup, vous, pour Prima, ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé, j'imagine, comment ça va passer, comment est-ce qu'on sait à quel moment j'ai trouvé une idée ERC qui corresponde à l'ERC? Comment on connaît mieux l'ERC, son état d'esprit, ses attentes, et comment est-ce qu'on trouve son idée scientifique? Parce qu'in fine, il faut quand même porter un projet qui aura des livrables et tout. Moi, j'ai fait de la recherche depuis 30 ans en moins et je n'ai jamais eu une idée ERC. Ça veut dire que j'ai fait d'autres demandes, d'autres projets de recherche parce qu'ils avaient une ampleur ou un besoin qui était complètement différent par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. On cherche pas un ERC parce qu'on veut un ERC, mais on cherche un ERC parce qu'on a une idée qui est adaptée au type d'appel qui c'est l'ERC. Et donc, quels sont les types d'appels qui sont financés par l'ERC? Notamment, ce sont des choses qui sont, on appelle groundbreaking, qui ouvrent de nouvelles aventures, de nouveaux parcours, de nouvelles idées qui vont au-delà de l'état de l'art. Ça, c'est la première chose. Et la chose, c'est l'ampleur. Une ampleur qui est possible d'explorer grâce au fait qu'on a effectivement une équipe à disposition qui est plutôt conséquente. Donc, comment on y arrive à l'idée scientifique? Ça dépend. Je peux vous dire comme je suis arrivée à la mienne, mais c'est très anecdotique, comme tout le monde. J'étais à Grenoble, j'ai eu la chance d'être interpellée par le directeur de la bibliothèque de Grenoble pour me demander de l'aider à acheter des livres pour mettre en valeur la bibliothèque, les fonds italiens de la bibliothèque de Grenoble. Et donc, on a décidé d'acheter des manuscrits. On est allé au marché dans un antiquaire, on a trouvé des manuscrits, et ça qui m'a étonné, c'est que j'ai trouvé. Je m'attendais pas des manuscrits 18e, 17e, si beaux, si curés, si vraiment préparés par des professionnels. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. J'ai donné 2 thèses sur le sujet avec de jeunes chercheuses qui ont effectivement exploré des parties pour voir effectivement qu'est-ce qu'il y avait derrière, pour vraiment faire un espèce de passage de ça. Et cela m'a donné l'idée de l'ampleur de cette recherche. Et j'ai dit, alors là, je ne peux pas faire, je sais pas, un ANR que j'avais pensé à faire ça. J'ai besoin vraiment de ressources dans l'ERC
pour arriver au moins à quelques idées qui peuvent donner une idée de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Donc, je suis pas arrivée par je vais en RC, donc qu'est-ce que je pense pour faire mais j'ai une idée, c'est seulement les RC qui peut effectivement répondre à mes besoins. Vous aviez des résultats, on va dire, préliminaires. Oui. Et là, vous étiez limité dans la possibilité de pousser le potentiel. Exactement. Et là, le RC est intéressant parce que c'est une énorme enveloppe qui peut faire une belle équipe. Oui. Et là, vous avez plus de limites, quoi. Donc, on a quand même des limites, parce que même si 2,5 millions, ça nous semble beaucoup, on a quand même les limites aussi de la possibilité de gérer une équipe qui est très grande et de nombre de personnes qui peut effectivement recruter avec les niveaux dont on a besoin, tout ça. Mais c'est vrai que ça nous donne des possibilités beaucoup plus larges que si on faisait n'importe quelle autre typologie de bourses qui sont normalement, surtout en SHS, beaucoup plus limitées. On n'a pas en SHS d'autres possibilités qu'en ERC pour un type de recherche comme ça. C'est différent, par exemple, en médecine ou en autre discipline pour lesquelles on a des grands équipements. On a la possibilité de faire ce type de recherche d'envergure aussi internationale. Mais pour nous, c'est pas comme ça. Pour nous, c'est vraiment le seul outil qu'on a pour faire ce type de recherche. Bon, je pense que du coup, là, vous avez donné envie à tous les chercheurs ambitieux, effectivement, de se lancer. J'espère bien. Donc, je rappelle que des ERC, il y en a aussi pour les jeunes chercheurs. Oui. Et donc, vous, ce qui est un peu particulier, c'est que pour l'Advance Grant, pour ces 2,5 millions, faut avoir un certain pédigré, on va dire expérience. Et je me demandais effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir préparer sa proposition Advanced pour convaincre, parce que c'est une cour de jeu qui est beaucoup plus élevée, on va dire, dans le monde de la science. Donc, on sait que votre proposition, comme vous le disiez, elle doit être groundbreaking, donc ambitieuse, elle va devoir être très innovante et impactante. Et il va falloir mettre en avant son expertise, ses résultats préliminaires, pour rassurer, pour montrer qu'on est capable de faire, en gros, coïncider son profil avec le projet et son ambition. Mais il faut plein d'autres choses aussi pour justement être dans l'esprit ERC et que cette ampleur ERC corresponde au projet, dimensionner ce projet. Est-ce que, en un mot, vous avez effectivement des conseils pour convaincre sur le caractère innovant du projet, ou qu'est-ce qui, vous, dans votre projet, dans la rédaction, sa construction, sa réflexion, vous vous êtes dit, ça, dans l'esprit, les attentes ERC, je vais justement l'orienter de cette manière-là, ou est-ce qu'il y a des éléments, des conseils que vous donneriez aux chercheurs? La première chose, c'est que on a toujours la peur de n'être pas à la hauteur d'un ERC d'un point de vue de son profil personnel. C'est que les évaluateurs normalement cherchent, et c'est l'effet que quelqu'un puisse avoir eu un impact international de quelque type. Donc, que soit un leader dans son secteur, ok? Ce leader, c'est vrai que parfois on travaille dans des choses très nationales, mais évidemment les contacts internationaux, on les a normalement aussi. Donc ça, c'est l'idée justement d'avoir un profil. C'est pas compter le nombre de monographies ni le nombre d'articles, parce que les RC ne suivent pas des bibliométries. Donc à savoir ça aussi. Donc c'est tout relatif parce qu'il y a trop de pays et trop de conditions différentes dans les différents pays. Donc chacun a les règles de son pays. Okay. Mais évidemment, un effort d'internationalisation, c'est très important. Ça, c'est pour dire son projet. Et aussi montrer, évidemment, qu'on a la capacité d'accompagner les jeunes. Donc, par exemple, quand on arrive à être prof, normalement, on a suivi des doctorants. Donc, le fait que les doctorants sont arrivés à la fin et qu'ils ont trouvé une carrière après, ça, c'est un point vraiment très important. Okay. Donc, ça, ce sont des points qu'il faut bien mettre en amont dans son propre profil pour être convaincant. Après, l'autre chose, c'est vraiment utiliser ces réseaux. C'est le fait qu'on se considère leader dans notre secteur parce qu'on a des collègues avec lesquels on collabore, qui nous donnent des idées. Et donc, c'est-à-dire de faire lire et relire notre brouillon à des collègues, qu'ils puissent nous donner des avis, des conseils, parce qu'effectivement, si l'ERC, c'est un projet individuel, c'est aussi un résultat d'un travail de réseau. Et mettre en avantage à son propre réseau pour arriver à une meilleure définition de son projet, ça, c'est les conseils meilleurs que je peux donner. Donc, d'avoir d'un côté, de se faire confiance, on est bien. Et la deuxième, effectivement, d'utiliser nos réseaux, nos contacts, nos amis, pour nous relire.
Vraiment, moi, j'ai fait relire mon projet, j'ai pensé une dizaine de fois, à minima seulement, au premier niveau. Et puis, après, quand elle était terminée. Et on a parfois la tentation d'être jaloux de notre idée, de ne pas la communiquer pour pouvoir risquer que quelqu'un nous la vole ou qu'on l'abîme, en fait. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, personnellement, je travaille pas comme ça. Moi, j'ai toujours partagé ce que j'étais en train de faire avec mes collègues en demandant des références. Et j'ai eu effectivement pas mal de retours très, très désintéressés par des collègues qui étaient vraiment très contents de donner un coup de main. Il faut bien s'entourer, finalement. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, être au centre, partie d'un réseau, des personnes avec lesquelles on collabore. Tout le monde arrivé à un certain niveau de sa carrière, 13 années après la thèse, qui ont fait ce travail-là. Normalement, on a fait pas mal de colloques, on a fait pas mal d'expériences, des visiting professors, on a fait tout ce qu'on fait. Et effectivement, l'utilisation de notre réseau, c'est la chose la plus importante pour moi. Donc, il faut construire qu'on conseille, ce réseau. Oui. Oui. Donc, c'est très intéressant. Donc, à double titre. Donc, avant même d'écrire sa proposition, finalement, il faut exister sur la scène internationale. Il faut sortir, comme vous dites. Faut vraiment se montrer, exister. Ça peut être sur les réseaux, tout simplement aussi sur LinkedIn et compagnie. Voilà, dans les publications. Bon. Je dirais pas ça. Je dirais plutôt vraiment participer au colloque, participer à des publications collectives. C'est ça, en fait, que ça donne dans notre secteur. Donc, LinkedIn, c'est pas forcément la chose la plus intéressante pour nous. Oui, finalement, c'est de trouver les ressources, les pairs bienveillants ressources qui, tout au long de notre carrière, derrière, vont nous appuyer. Et dans le cadre de l'ERC, peut-être que vous pouvez en parler en un mot, mais ça a été important, je pense, d'avoir justement peut-être des relecteurs, comme vous disiez. Ah oui, complètement. D'avoir des conseils qui vous ont entraîné, qui vous ont peut-être mis face à des questions un peu difficiles, qui vous ont poussé dans vos retranchements aussi. Complètement. Donc, je me rappelle avoir fait... J'étais presque à la fin, je pensais avoir tout fait. Je l'ai envoyé à un collègue qui disait « Ah, je suis intéressée à ce que tu fais ». Et le retour avec une dizaine de références biographiques que je ne connaissais pas du tout. J'ai dit, mince, il faut que je me mette au boulot, là. Et finalement, elle avait raison, parce que c'était des choses fondamentales pour mon travail. Mais évidemment, c'était les projets tellement vastes, et donc j'ai 15 personnes qui vont travailler sur des secteurs différents. On ne peut pas être expert de tout. Et donc, évidemment, essayer de voir des personnes dans les différents domaines qui te donnent un coup de main, c'est très important. Et moi, je pense vraiment que la participation à des colloques, à des expériences collectives, à des projets collectifs, projets européens, par exemple, ça nous donne vraiment la possibilité d'être partie d'une communauté scientifique. Et c'est la partie de la communauté scientifique qui ressort dans les advanced. Et c'est très importante. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur ce caractère multidisciplinaire peut-être, ou multi-expertise en fait d'une proposition ERC, en particulier Advanced. Comment est-ce que vous le pondérez, ça? Je sais que j'ai des chercheurs vraiment très expérimentés comme vous, vraiment des pontes qui ont peur d'aller justement vers trop d'innovation en incorporant des expertises et qui perdent un peu du contrôle, en tout cas de la capacité de réflexion dans leur projet. Vous, concrètement, c'est quoi effectivement ces talents que vous avez mis autour de vous dans le projet Prima, et comment vous avez orchestré cette équipe d'experts? Alors, la chose importante, c'est l'idée. L'idée, c'est l'objectif scientifique. Et se demander de quoi j'ai besoin pour arriver à atteindre mon objectif scientifique. Donc, quels sont les apports disciplinaires? Dans mon cas, c'est étudier les manuscrits. Donc, j'avais besoin d'un expert codicologue, donc personne qui s'occupe de la codicologie, comment on fait un manuscrit physiquement. J'avais besoin des paléographes, des personnes qui savent comment on écrit. J'avais besoin des littéraires qui savent ce qu'on met dedans. J'avais besoin des personnes qui sont historiennes des sciences, parce que j'avais des manuscrits scientifiques de très importance. J'avais besoin des humanistes numériques qui étaient capables de gérer la chose. J'avais besoin des bibliothécaires, d'archivistes qui auront une bibliothèque pour chercher les documents. Donc, j'ai pensé à mon projet, je l'ai découpé en morceaux, disant de quoi j'ai besoin pour arriver. Et là, j'ai trouvé les disciplines autour de moi. C'est vrai que si on ajoute trop de disciplines ou des choses qu'on ne contrôle pas, on risque vraiment de s'éparpiller. Mais une fois que l'objectif est très évident et que tous les apports portent à cet objectif final, en fait, on y arrive
on arrive très bien, on maîtrise, parce qu'effectivement, même si je ne suis pas un expert de intelligence artificielle, je l'utilise, je connais un peu, et donc je peux effectivement parler aux personnes qui les travaillent. Je ne suis pas codicologue, mais je parle aux codicologues. Je ne suis pas paléographe, mais je parle aux paléographes. Parce que là, ma partie, c'est la philologie, et c'est les humanités numériques, pas la computationnalité, donc c'est un peu plus compliqué. Mais évidemment, j'ai la possibilité, dans ma carrière, j'ai parlé avec tous ces experts, et tout ça, ils travaillent vers les mêmes objectifs, des différents points de vue. Et comme ça, quand l'objectif est clair et les personnes suivent ces objectifs, on les gère. Donc, on a besoin de ce qu'on a besoin. C'est le projet qui parle, c'est pas nous qui décident. Je pense que vraiment avoir une très claire idée de notre projet et de pourquoi il y a un RC et quelles sont les parties novatrices et vraiment importantes de notre projet, ça nous donne les expertises dont on a besoin. Et en même temps, pour savoir ce dont on a besoin, il faut avoir conscience de ce qui existe et sortir. Et encore, on revient à ce réseau, au fait qu'il faut vraiment se confronter à la diversité du possible, en fait. Complètement, ouais. Complètement. Et donc, on a toujours l'impression d'être regardé à droite, à gauche, tout le temps, et départi par tous les bords. Mais c'est évidemment grâce à ces expériences, à ces rencontres qu'on fait, qu'à la fin, on arrive à concevoir peut-être des idées. Les idées intéressantes n'arrivent pas par coup de foudre d'un moment. Ils arrivent après le boulot de plusieurs années, grâce auxquelles on peut avoir piquer d'ici et là des idées qui après on arrive à avoir un ensemble cohérent. Parce qu'une ERC ne sera pas une continuité simple, quelque chose qui est facile à faire ou évident ou qui coule de source. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et d'où l'aspect innovant. Mais l'innovation peut venir de la technique qui n'existait pas auparavant, mais aussi de cette multidisciplinarité que personne n'a croisée, parce que personne n'est sorti justement comme ça pour avoir cette idée et la porter. Tout à fait. En fait, les aspects innovateurs sont peut-être dans la méthodologie, dans la technologie, dans l'objectif, dans les disciplines, dans la multidisciplinarité. Donc, l'idée, c'est justement de démontrer pourquoi on passe au-delà du connu. En quoi c'est la nouveauté? Et ça, c'est très important. Il faut vraiment le mettre très en avant dans sa proposition. Ah bah oui, complètement. Faut pas être modeste, à dire j'explique le contexte et je vais tranquillement vers ça, c'est super innovant. Faut les ERC, l'écriture, je sais pas si vous pouvez donner ce conseil vous aussi, mais de ce que je vois, en tout cas des lauréats, c'est écrit à l'américaine où vraiment on met en avant. Oui, c'est ça que je fais. Effectivement, j'ai commencé à dire mon projet va révolutionner ce qu'on pense des manuscrits. Et je me rappelle un de nos collègues a dit mais est-ce que tu es sûr de mettre ça en première phrase? C'est un peu fort. Oui, mais c'est vrai aussi. Oui, mais tu l'expliques après. Mais quand même, je le dis d'abord. Et donc, oui, j'ai écrit exactement comme ça. J'ai dit, d'abord, premier moment, ce qui est nouveau et l'idée. Qu'est-ce que je vais faire à la fin? Après, j'explique comment j'y arrive et tout ce que j'ai fait pour arriver à cette conception. Mais d'abord, il faut penser aussi aux évaluateurs. Moi, je sais bien qu'on nous donne à lire une trentaine de projets. Et pour se rappeler du projet qu'on dit, tiens, ça c'est génial, il faut qu'on est accroché au début. Au tout début du projet, de la lecture, là, il faut quelque chose qui nous accroche. Je dis, tiens, ça c'est une bonne idée, ça. Et après, on continue. Mais c'est vrai que c'est important, effectivement, de dire à l'américaine. Ça veut dire, effectivement, essayer de faire comprendre immédiatement de quoi il s'agit et pourquoi c'est important. Et puis après, je vais montrer que je fais les travaux à la maison, je fais les devoirs à la maison, j'ai tout fait qu'il fallait faire. Mais c'est important de donner immédiatement l'idée. À quoi ça sert ce projet et pourquoi il est important. Oui, parce que pour boucler sur la préparation, cette mise en condition dans l'écriture, il faut avoir en tête le processus d'évaluation. Vous allez vous adresser à des personnes qui ne sont pas spécialistes. Oui, dans la plupart des cas, ils ne sont pas spécialistes. Voilà. Donc, il faut avoir vraiment cette façon d'écrire pour que ce soit accessible, convaincant néanmoins, et même convaincant sur le plan scientifique. Surtout scientifique, parce que les personnes ne sont pas experts, mais ils savent lire entre les lignes si c'est un bon projet ou pas, si c'est des choses, la poussière, qu'on met autour des beaux mots et il n'y a pas de contenu, franchement, oui. Personne n'est dupe. Même nous, au personnel administratif qui accompagnons, on le voit. Ah oui, quand il y a trop de mots, des gros mots, c'est vraiment des grosses idées, en fait. Et en plus, on est limité en nombre de pages, donc chaque mot est important. Il faut qu'elle soit utile, cette phrase. Complètement.
Donc, par rapport effectivement à ces évaluateurs que vous avez mentionnés rapidement, je pensais passer effectivement à cet écosystème ERC et aussi l'ERC vis-à-vis de la carrière du chercheur, donc l'univers autour du chercheur. Donc, c'est vrai que quand on est notamment expert comme vous en Advanced Grant et qu'on a un certain prestige, on va dire, peut-être un ego. En tout cas, voilà, vraiment, on est stratégique dans une carrière, n'importe quelle carrière, mais voilà, pour en arriver à votre niveau, d'autant plus. Et généralement, on choisit des financements pour ne pas échouer, pour ne pas blesser sa carrière ni son ego. Et c'est vrai que le ERC Advanced était compétitif. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2023, quand vous avez été lauréate, il y avait seulement un taux de succès de 17% en France. Et en France, le taux de succès est un peu plus important. Donc, l'ERC est très compétitif. Je ne sais pas comment vous avez appréhendé vos chances de succès vis-à-vis de l'ERC comme ça. Et est-ce que vous vous étiez préparé à rebondir si jamais vous ne l'aviez pas, ou est-ce que vous n'avez même pas pensé ne pas l'avoir? Ah non, j'avais bien pensé. Je sais bien quels sont les pourcentages, ils sont très bas. J'avais pensé que c'était le bon projet et qu'il marchait. Donc voilà. Donc j'ai pas fait des calculs. Ma carrière, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. C'était le bon projet. Et donc je suis allée parce que le projet était bon, il était prêt. J'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Et j'avais autour de moi des ressources intéressantes, des personnes qui avaient dit oui, je vais travailler avec toi. Et donc ça c'était vraiment très important pour moi d'y aller au bon moment. Et bien sûr, j'avais pensé à rebondir. J'avais pensé tous les travaux que je fais, au cas où je les réutiliserai. Je pensais, si ça passe pas, je vais te demander, en lieu de les faire plus petits, je fais plus grand. Je vais aller dans un synergie. Parce que je pense que j'ai la possibilité en fait, j'ai pensé que l'une des raisons pour laquelle j'aurais pu échouer, c'était qu'il est trop ambitieux. Quand c'est trop ambitieux, donc, je pense, je vais en sortir par le haut. Et je vais trouver, effectivement, un partenariat plus vaste et l'étoffer avec, parce que j'ai croyé à mon idée. L'ERC Synergie, juste pour préciser, c'est effectivement donc des ERC portés par au moins plusieurs 3 PI, voilà, qui ont chacun leur ERC, et donc les sujets, donc les idées, les projets forment une espèce de synergie, mais c'est chacun effectivement son projet. Vous aviez, oui, effectivement, eu vent de synergie. Tout à fait. Donc, c'est ça. Je dis, au cas où, je vais réessayer. Je pensais que l'idée était trop bonne pour ne pas passer. Et je me suis dit, à un certain moment, les retours que j'aurai m'aideront à faire un meilleur projet la prochaine fois. Je pensais à ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a un processus d'évaluation où derrière, vous avez les retours des experts évaluateurs. Tout à fait. Et qui sont, qui aident, parce que bon, vous l'avez eu du premier coup, ça arrive. Ça arrive. On en a plusieurs, effectivement, ici, à Orléans, en Tours. Mais la plupart du temps, les gens réessayent, elles sont obligées de redéposer et ont ça dans leur stratégie, de se dire, bon, moins pour le ERC Advanced, parce que là, vous êtes plus limité en termes de temps, mais pour les ERC Starting et Consolidator, on anticipe, on n'y va pas la dernière année d'éligibilité, parce qu'on sait qu'on va sans doute devoir redéposer. C'est le cas de la plupart des chercheurs, en vérité. Vous avez été effectivement chanceuse. J'ai eu de la chance, oui, tout à fait. Et une excellente idée, encore une fois. Merci. Et donc, vous avez été aussi, pour rappeler un peu votre parcours, été expert évaluatrice de propositions ERC Consolidator. Et ça, c'est intéressant. Donc, n'importe quel chercheur peut prétendre. C'est très simple. On va sur la plateforme, on envoie un CV et on demande à être identifié, à s'inscrire comme expert. Et on peut effectivement être sollicité. Parfois, pour relire des propositions. Voire, on ne s'inscrit pas sur la plateforme et on est dans une thématique très particulière et on sera sollicité quand même parce que les experts sont rares pour faire de la relecture de propositions. ERC. Est-ce que ça vous a aidé et de quelle manière d'avoir vu passer effectivement des propositions ERC avant d'être vous-même lauréate? Ça m'a aidé sûrement, mais pas peut-être dans les processus, je connaissais, simplement parce que je connaissais plus. Je connaissais mieux quelles sont les étapes d'évaluation, comment sont évaluées les choses. Je connaissais bien, par exemple, la différence qui existe entre B1 et B2, la version la plus petite, la première pour faire passer à l'étape de l'entretien. Il y a 3 étapes. Exactement. Il y a une étape écrite, donc, qui est divisée en 2 parties,
La version, les résumés, la version complète, oui, voilà, tout à fait. B1, un résumé scientifique qui est très catchy, qui justement s'adresse aux personnes non expertes et faut convaincre. Et la partie B2 qui est très exhaustive avec exactement, pour les experts, exactement. Donc, je savais bien comment gérer les deux B1 et B2. Je savais bien qu'il y a des préjugés sur les projets qui sont pas vrais. Par exemple, l'effet qu'il faut mettre surtout un projet d'une composante numérique pour gagner son projet. En fait, la partie numérique, je dis toujours, c'est la partie la plus dangereuse parce que où on la connaît bien, on sait mieux de ne pas la mettre. Et l'autre, qu'il y a besoin toujours d'une composante gender ou une composante, je sais pas quoi, sur l'histoire des minorités pour y arriver. Et c'est pas vrai non plus. Les projets. Il y a une confusion entre les attentes administratives où effectivement on doit avoir pris dans son recrutement, par exemple, la dimension de genre pour pas qu'il y ait de discrimination et ça, avec la dimension scientifique et les objectifs scientifiques. Les objectifs scientifiques sont complètement indépendants. Donc on met les objectifs scientifiques dont on a besoin dans nos projets. Et tous les projets sont éligibles. Ok, donc il n'y a pas besoin de faire ça, sinon on n'a pas de projet. C'est pas vrai. En fait. Donc, je savais quels sont les préjugés et j'ai utilisé au mieux mes connaissances du fait qu'il faut bien travailler. Et le fait que je connais bien le système m'a pas empêché de me faire relire énormément, de faire 25 différents oraux blancs avant de passer à l'entretien, de faire tout ce qu'il fallait pour être sûr que mon projet était béton, quoi. Mais parce que je sais que l'analyse est très pointue. Donc, ça, c'est la chose qui m'a aidée. Que je sais que les analyses, les critiques peuvent arriver sur n'importe quel détail. Et dans notre discipline, un petit détail, c'est le tout, en fait. S'il y a une petite chose qu'on n'est pas convaincant, on commence à douter de tout. Et voilà. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je couvre tout, que je m'engage à 100% là-dessus. C'est ça m'a aidé à ça. Ça m'a aidé à ne pas sous-estimer l'engagement que je mettais dedans. Et de travailler jusqu'au bout. Voilà. Il faut une exigence immense. Oui. Il faut se mettre à la place des évaluateurs, tout simplement se dire, est-ce que mon projet, s'il passe devant mes yeux, moi en plus en tant qu'expert, qu'est-ce que je vais pointer Donc, toujours se mettre à la place de l'expert, lui faire gagner du temps, être le plus clair possible. Exactement, c'est ça que je disais au début, il faut vraiment dire immédiatement ce que vous voulez faire et pourquoi c'est important. Sinon, les pauvres évaluateurs qui doivent évaluer 30 projets, chacun de 15 pages, effectivement, ça c'est du boulot. Hein. Et donc, à ce moment-là, on a vraiment besoin d'être aidé. Donc, tout ce qui aide l'évaluateur qui doit se rappeler de vous par rapport aux autres, c'est important. Et quand on est effectivement expérimenté, autre question, comment vous vous êtes dit, je dépose maintenant, c'est le bon moment? J'ai l'impression que vous, c'était vraiment l'idée qui a peut-être fait des clics, mais c'est vrai que quand on est expérimenté, il y en a, ils se disent, bon, l'an prochain, l'année d'après, ah oui, mais là, il faut que je suis pas assez renommée, je suis pas encore assez, je travaille encore toujours mon profil. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pas repousser le dépôt, parce qu'on a d'autres obligations, un directeur d'unité de recherche ou dans son enseignement, etc. Ou inversement, comme vous l'abordiez un peu tout à l'heure, ne pas se mettre non plus trop la pression, se faire confiance, ne pas se dire, oula, si à 50 ans, j'ai pas mon ERC, je suis un chercheur raté, je suis à l'IUF, voilà, je dois absolument, parce que sinon c'est un échec de carrière. Comment on se dit, comment on est bienveillant, et comment on se dit, ça peut être un tremplin à quelque chose de beau dans ma carrière, j'essaye, je n'ai rien à y perdre finalement, plutôt que de focaliser sur l'exigence qu'on peut se mettre, ou la pression qu'on peut se mettre, et ce qu'on peut perdre éventuellement comme confiance en soi ou comme opportunité. En fait, je me suis pas posé la question. Si meilleur conseil. Non, je me suis pas posé la question. Ça veut dire, le projet, il était là, et je pensais que c'était un bon projet. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que j'avais les bonnes personnes au bon moment. Ça veut dire quoi? Que j'avais 2 ou 3 de mes anciens doctorants qui arrivaient à la fin, qui selon moi, ils étaient parfaits pour travailler dans ces projets. Et je voulais pas qu'ils partent dans des projets partout. Je voulais, j'ai fait 2 doctorats pour essayer de sonder un peu la situation pour voir si c'est parti. Ils arrivaient à la fin, donc ils étaient prêtes pour prendre un rôle de postdoc. Et donc, j'ai dit, il faut que je le fasse là pour lui donner cette opportunité. Et donc, les 2 choses sont arrivées à la fois. Donc, le fait que je pensais avoir
une bonne idée, de l'avoir bien structurée d'un côté, et de l'autre, d'avoir les bonnes personnes qui étaient autour de moi. Parce qu'il y a une chose qui est un peu intéressante, un peu plus intéressante, si vous voulez, dans le RC par rapport aux autres types de projets, c'est qu'on peut bien nommer les personnes qu'on veut travailler avec. Et en fait, c'est même recommandé si on les a, parce que ça donne l'idée que ce soit faisable, qu'on a effectivement une équipe, que l'équipe va rester avec nous pendant le projet jusqu'à la fin. Et donc, vu que j'avais l'équipe, je dis, alors je vais effectivement les faire là, avant qu'ils partent, avant qu'ils m'échappent de toutes les directions, parce qu'évidemment, il faut penser qu'ils ont aussi une carrière, qu'ils ont besoin aussi, au moment de trouver leur vie, quoi. Et donc là, j'étais poussée, en fait, à le faire grâce à ça, et j'ai pas regretté, parce que je pense que, voilà, je me suis donné le temps pour l'écrire. J'étais directrice de laboratoire à ce moment-là. Et je me suis dit, je prends les vendredis après-midi pendant 6 mois. Tous les vendredis après-midi, je faisais que ça, travailler au projet. Et grâce à ça, un travail constant, des choses qui sont passées de journée à journée, je suis arrivée à le faire dans 1000 d'autres choses, parmi les enseignements, parmi toutes les choses qu'on fait quand on est dans des positions aussi administratives importantes comme la direction de labo. Et j'ai trouvé le temps pour le faire. C'était vraiment mon moment d'échappatoire de l'administration pour avoir mon après-midi de recherche. Oui. Et c'était vraiment un grand moment pour moi. Et j'ai trouvé tellement de la joie à le faire. Que... Oui, ça va vous porter d'écrire un projet où vous dites ça va être mon projet, mon équipe. Oui, c'est le projet de ma vie. Absolument le projet de ma vie. Voilà. Est-ce que, en dernier point, avant de faire un peu un bilan par rapport au projet de votre vie, par rapport à Primal, en termes de difficultés, de force, en un mot, par rapport aux candidats qui nous écouteraient, quelles étaient vos sources de soutien et au contraire, justement, si vous deviez pointer, mettre en garde contre une difficulté en particulier pour pouvoir la combattre Alors, un point de force, c'était vraiment les soutiens que j'ai eus de part de l'université et de la cellule Europe, qui était vraiment là. La personne qui m'a accompagnée, Francesca Meschinger, a été exceptionnelle. Elle est toujours présente. Et ça, c'était vraiment un point de force pour moi. Et le fait que je savais que j'avais un retour, que j'avais des conseils, tout ça. J'ai eu aussi la chance que l'université m'a donné un peu d'argent pour engager un cabinet qui m'a fait la relecture professionnelle de mon texte, quelqu'un de complètement séparé par rapport aussi à mon réseau, qui ont fait une relecture, ça m'a donné aussi une aide. Donc, le conseil n'est pas hésité à demander de l'aide. À son université, il y a toujours des ressources, et travailler vraiment en synergie avec eux. Ça, c'est la première chose mon premier conseil. C'était essentiel pour moi. Les difficultés, c'est d'être resté engagé et de ne pas se décourager. Pour moi, c'était tellement le moment rafraîchissant pendant la semaine, parce que tous les signatures, les paperasses qu'on fait, c'était le moment de recherche. C'était quelque chose qui vraiment, j'ai cherché ce vendredi après-midi. Enfin, si j'ai pas de projet, j'écrirais quelque chose, un livre, par exemple, sur ce sujet-là. C'était quelque chose qui j'avais envie, en fait, de faire. Et vraiment, les conseils, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Ça, c'est les projets qu'on a vraiment envie de faire. Et si c'est un projet qu'on a envie de faire, alors c'est pas un projet qu'il faut faire parce qu'il faut faire un ERC, sinon quelqu'un dit que je suis pas bon. Alors là, je pense que là, la motivation reste. Parce que je voulais faire les projets à n'importe quelle condition, parce que vraiment, il était mon projet. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Les 2 conseils que je peux donner. Super. Et ben du coup, après tout ce travail, vous avez le projet de votre vie. Ça valait le coup. J'entends que ça vous a même animé, ça vous a porté pendant des mois, en fait, cette écriture, et vous l'avez eue. Du coup, ça vaut le coup? Je le dirais bien mieux dans 4 années et demi, parce qu'on vient de démarrer. On a démarré au mois de septembre 2024, donc c'est tout récent, même pas 1 an de travail. Pour l'instant, c'est génial. Et on a constitué cette équipe, on travaille très bien ensemble. Les premières découvertes arrivent, on a vraiment fait des avancements qui n'étaient pas prévus non plus déjà. Donc, on a déjà dépassé ce qu'on avait pensé d'obtenir, notamment d'un côté computationnel et informatique. On a vraiment déjà des breakthroughs, donc on est vraiment content. Donc, je veux dire, jusqu'à là, tout va bien. Mais on verra à la fin. Pour l'instant, on découvre des complexités qu'on n'imaginait pas. On trouve des solutions qu'on n'avait pas envisagées.
Eh ben, c'est ça, c'est la recherche. C'est enthousiasmant pour moi. Donc, mais on verra évidemment France Incarnée si on aura réussi à aboutir ce qu'on avait promis, c'est que c'était nos objectifs et si on est content comme aujourd'hui. Pour l'instant, oui, très content. Eh ben super. Eh ben on vous souhaite d'être content tout au long de ce projet Merci. et même pour la suite. Et bravo encore. Et j'espère que ça incitera, que ça encouragera, que ça rassurera à tous ceux qui hésitent encore peut-être à tenter l'ERC. Je vous remercie du coup, Elena Pierrazzo. Donc, pour conclure, la cellule mutualisée Europe Recherche en région Centre-Val de Loire répond à vos besoins, vous, chercheurs, chercheuses, en matière de projets de recherche européens. Donc, on est un point de renseignement et de veille des outils de financement. On pose une stratégie avec vous sur mesure par rapport à vos envies, vos besoins, de A à Z. Justement, on fait les conseils d'écriture, de la rélecture. On vous donne tout plein de conseils pour éventuellement trouver le bon appel qui correspond à votre projet. Ce n'est peut-être pas le RC Advance, mais c'est peut-être lui. Donc nous sommes un service mutualisé entre l'Université d'Orléans, l'Université de Tours, le CNRS en délégation Centre-Val de Loire, l'INSA Centre-Val de Loire, et on reçoit l'appui financier de la région Centre-Val de Loire et de l'ANR. Et c'est un podcast donc enregistré et monté par le Learning Lab. Un grand merci à eux.